C'est parti. Bonjour Audrey et bonjour à tous. Aujourd'hui j'accueille Audrey qui a une expérience de vie juste incroyable à nous partager, qui tient du miracle, mais je pense qu'on est tous des miraculés d'une certaine façon, ou en tout cas on a ce potentiel en soi. Et aujourd'hui, Audrey, qu'est-ce que tu... Alors déjà, dans un premier temps, peut-être que tu peux te présenter rapidement et puis ensuite on Ouais. abordera le vif du sujet. Bah déjà, merci pour ton invitation. C'est chouette d'être là. Et bonjour à tous. Alors moi, actuellement, je suis autrice et conférencière. Donc j'ai écrit un premier livre l'été dernier, un récit autobiographique, qui relate mon expérience. Alors il s'appelle Régénération, résilience et réalisation aux éditions Maya. Et donc voilà, ça parle de du coup, je vais aborder le thème si je... En fait, j'ai fait une chute, voilà, en 2015, en décembre, et je me suis réveillée d'un coma avec des centaines de fractures, et j'ai fait aussi une expérience de mort imminente pendant cette période-là. Et donc voilà, j'ai guéri très rapidement parce que j'ai une compréhension des processus de régénération, puis aussi le fait de reconnaître ma véritable nature, d'où la réalisation. Ça m'a permis de guérir très vite, et donc c'est quelque chose dont j'ai témoigné déjà à des milliers de personnes. Et donc, j'en ai fait un livre parce qu'on me l'avait beaucoup demandé. Donc voilà, donc je suis autrice et conférencière et à partir de mars 2025, je commence des cercles d'écriture en fait pour accompagner les gens à déployer leur verbe, en fait à trouver la justesse entre ce qui vient du mental et ce qui vient du cœur, j'ai envie de dire pour résumer, et vraiment à s'appuyer sur leur corps en fait comme récepteur des fréquences des mots. Parce que voilà, moi j'ai relu l'entièreté de mon livre avec mon corps. C'est quelque chose qui est très ancré en moi et donc j'ai envie de... Enfin, c'est très naturel pour moi de transmettre ça aujourd'hui aux personnes qui viennent à moi. Je te remercie. C'est c'est très puissant tout ça. Ça promet quelque chose d'assez magnifique. J'ai envie de partager juste une photo. C'est parce que j'avais mis les questions que j'avais envie de te poser. Je les ai mis sur des petits slides. Alors voilà la première question. La première question, c'était, ça concerne, on va dire, le contexte de l'expérience que tu souhaites nous partager. Donc là, en fait, je rappelle qu'on va vraiment aborder la résilience, notre pouvoir de résilience. Et, et la première question que j'avais envie de te poser, c'est le contexte. Donc, comment était ta vie avant, avant cette expérience? Voilà. Génial. Alors, moi j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de sportifs de haut niveau. Ma maman était en équipe de France d'athlétisme. Et donc, moi-même, je suis rentrée en équipe de France d'athlétisme quand j'avais 17 ans. Donc, en fait, mon enfance, mon adolescence a été rythmée quand même beaucoup par le sport. Parce que pour rentrer en équipe de France, ça demande certaines heures d'entraînement. Donc voilà, en parallèle du collège-lycée, j'étais toujours sur des stades d'athlétisme. Ma discipline, c'était l'heptathlon, donc c'est 7 épreuves qu'on enchaîne sur 2 jours. Et j'avais une discipline de prédilection qui était le 800 mètres. Et par la suite, en fait, je suis devenue professeure de PS, donc d'éducation physique et sportive en collège et lycée à l'âge de 23 ans. J'ai arrêté le sport de haut niveau. J'ai continué à faire du sport pour moi, mais moi, j'ai une vraie passion pour les activités nautiques et notamment la planche à voile. Donc voilà, j'ai fait plus du sport en nature, ce qui me correspond mieux. L'athlétisme, c'était quand même beaucoup parce que c'était comme ça dans la famille. Mais je l'ai fait pour les copains plus que pour un rêve de médaille parce que c'était pas trop ma nature. Enfin, voilà, bref. Et donc, je suis devenue professeure de PS. Après, comme j'avais été quand même sportive de haut niveau, j'étais passionnée aussi par l'entraînement. Donc, j'ai entraîné moi-même des sportifs de haut niveau. J'ai poussé assez loin mes études en biomécanique, en physiologie, de l'effort, tout ça, donc avec une connaissance du corps assez poussée. Et en parallèle de ça, ouais, entre 20 et 30 ans, je dirais à peu près, j'ai fait 10 ans de secourisme aussi. Donc, je suis aussi devenue pompier volontaire en mer, parce qu'il y avait toujours cet attrait pour la mer. Donc, j'ai mon permis côtier, mon permis hauturier, parce que j'ai fait des traversées à la voile, mon ivrogne de plongée, enfin voilà. Et donc, du coup, donc, il y a eu une connaissance du corps aussi à travers tout cet aspect secourisme.
Donc ça a rythmé, voilà, je fais assez court, mais donc jusqu'à l'âge de 30 ans, globalement, je travaillais pour trois ministères français, Éducation nationale, ministère de l'Intérieur et ministère des Sports. Et j'étais dans un toujours plus, en fait, dans quelque chose d'excessif, euh, toujours poussé à l'excellence. Ma famille était beaucoup dans cet esprit-là et du coup, j'ai grandi comme ça, en faire toujours plus. Donc à 27 ans, j'ai fait un premier burn-out. J'étais pompier. Je rigole parce que c'est moi qui me suis mis sous oxygène moi-même, alors que j'étais la chef du poste. J'ai dit, je me sens pas bien, il y a un truc qui va pas. Bon, bref, après, j'avais 10 pompiers autour de moi. C'est original quand on est pompier sur la plage. Et donc là, il y a eu une première réflexion parce que j'ai envie de dire, c'est ma condition physique de l'époque qui m'a sauvé la vie. Parce que ça a été très violent, je pense, à la hauteur de ce que je m'infligeais au quotidien. Et la première médecine un peu parallèle vers laquelle je suis allée, parce qu'avant, il n'y avait que l'ostéopathie. En dehors de ça, j'étais dans des médecines très traditionnelles, en fait. J'étais pas très ouverte aux autres médecines. Donc l'acupuncture m'a énormément aidée. Et derrière, donc, comment ça s'est passé? Pour essayer de faire court, en 2014, donc oui, j'avais 30 ans en 2014, et là j'ai décidé, parce que j'ai mis du temps à récupérer, ce que je faisais n'avait plus trop de sens. En fait, j'avais remis en question beaucoup de choses, Mm. et donc j'ai tout arrêté. J'ai pris mon sac à dos, j'ai rendu mon appart, j'ai mis mes affaires dans le garage d'une de mes grand-mères, et je suis partie en fait faire du woofing. Et donc je me suis passionnée pour l'apiculture, la permaculture, l'agroécologie, toutes ces choses-là. Et de là, en fait, donc je suis allée en Allemagne, un peu partout en France, et de là a découlé des rencontres en fait avec des maîtres spirituels, ce qui n'était pas du tout dans mon optique au début, parce que moi j'avais été éduquée dans la religion catholique, avec Ouais. baptême, voilà, tout surdiplômé, je rigolais avec ça, mais voilà, j'ai fait ma communion, ma profession de foi, ma confirmation, j'ai servi la messe, enfin tout ça, mais j'étais en rejet avec ça. Je l'explique dans mon livre, parce que je trouvais que c'était infantilisant, que ça n'avait pas de sens pour moi, ce monsieur barbu qui me regardait du ciel et qui... enfin voilà, tout ça n'avait pas trop de sens pour moi, donc j'avais rejeté à l'époque. Et donc j'essaie de rester sur ta question. Donc ça, c'était parce que c'était avant justement cette chute. J'avais 31 ans pour ma chute. Donc voilà, en fait, j'allais de lieu en lieu jusqu'à qu'il y ait cette chute, en fait, justement. Euh, Bah, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu as surmonté en fait cette épreuve en fait? Ok, C'est-à-dire là, en je l'occurrence, vois pas il je s'agit vois pas du... c'est ok, je vois pas l'image. Ah, Juste. tu la voyais l'autre tout à l'heure? Oui, ouais. Ah, étrange. Bon, c'est pas très grave. Ok. Aucune importance. Donc là, Donc, voilà, on est pardon, du coup, au niveau de sur la le, chute, voilà, cette fameuse chute. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé? Comment Alors, tu as surmonté on va ça? faire ça bref. Euh, donc, du coup, j'étais dans un toujours plus. Et depuis... alors, attends, il faut que je donne quelques informations simplement. Les quelques mois avant, j'avais fait une découverte qui a changé mon regard sur le corps. Une première découverte, j'avais pratiqué le mouvement régénérateur dit Tsuotsuda pendant un stage. Et en fait, j'avais découvert un mouvement organique dans le corps du système involontaire, en fait, quand on s'abandonne. Ouais. Le mouvement régénérateur, la philosophie, c'est un sans technique, sans but et sans connaissance. En fait, c'est vraiment on laisse aller le corps. Et là, j'avais découvert qu'il y avait un mouvement en fait naturel dans mon corps qui réharmonisait, qui régénérait mon corps. Derrière ça, un mois après, je suis allée faire juste du babysitting pour une amie qui terminait une formation en danse biodynamique avec Raphaël Bale dans la Drôme. Et en fait, en observant toutes ces personnes qui dansaient, elles avaient l'air vraiment habitées de quelque chose que moi, j'avais jamais connu avant. En fait, aujourd'hui, je dirais c'est juste la présence à soi, d'être vraiment habité, d'être vraiment là dans l'instant présent. Mais en fait, ça me semblait tellement impressionnant dans leur manière d'être, puis aussi dans leur mouvement. Il y avait quelque chose de très naturel. Et j'avais rencontré une femme qui avait 90 ans et qui me disait qu'elle avait de l'arthrose en fait les années avant et que ça faisait que 2 ans en fait qu'elle pratiquait ça et elle arrivait elle avait ses doigts tout déliés. Et au moment où elle m'a Wow. dit ça, en fait, moi, ça a déclenché un truc en moi, une vérité, quelque chose que je portais. Je me suis dit, le corps, ça se régénère entièrement.
mais une sorte d'évidence, en fait, quelque chose qui me... Donc ça, c'était à l'été 2015. Ma chute, c'est en décembre 2015. Et là, c'était l'évidence, quoi. Je disais vraiment à mes amis, mais en fait, le corps, c'est que de l'énergie, donc ça se régénère entièrement. Et j'en étais convaincue. Mais bon, j'avais aucune preuve. Mais c'était en tout cas quelque chose de vraiment très fort et qui a marqué mon chemin parce que donc derrière, au mois de novembre, j'ai commencé à être très agitée mentalement et je comprenais pas très bien pourquoi. Il y avait eu pas mal d'événements avant qui avaient été intenses, donc psychologiquement, je me sentais un peu fragile, mais bon, je tenais parce que j'avais toujours été une guerrière en fait. Et sans savoir, j'avais étouffé mes émotions. Puis j'étais aussi amnésique en fait d'un passé traumatique hyper violent. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à dire à mes amis, il y a quelque chose qui va pas là. J'ai une pensée récurrente qui me vient, c'est de passer par la fenêtre de ma chambre. Donc, c'était pas rien, quoi. Et je leur disais, ça va pas. Je dis, mais il y avait une nuit, en fait, où j'avais lutté contre ces idées qui étaient vraiment envahissantes. Et je disais, mais il y a quelque chose qui va pas du tout. Mais en même temps, je paraissais tellement bien ou équilibrée, je sais pas comment dire, c'était difficile, en Ouais, fait, même pour mes amis. Ils me disaient, mais si c'est vrai, Audrey, il faut que tu te fasses accompagner. Donc, j'avais commencé à voir un thérapeute. Et comme j'habitais sur un lieu en fait où on accueillait des stages de yoga, de méditation, il y avait un cabinet où il y a des thérapeutes qui venaient. Il m'avait proposé, on habitait dans un village un peu perdu de l'Aude. Il m'avait dit, mais moi je peux me déplacer, on peut faire les séances dans le cabinet, je l'ai déjà fait, donc c'était pratique, il venait sur le lieu où j'étais. Je dis ça parce que, en fait, donc la nuit où ça s'est passé, c'était la nuit du 6 au 7 décembre. Donc toute la nuit du 6 décembre, j'ai lutté en fait pour pas faire ça. Je me disais, mais c'est absurde, mais qu'est-ce qui... Donc je me suis mis en méditation. Enfin bon, bref, je raconte dans le livre comment ça s'est passé plus en détail. Et au matin, je l'ai appelé en fait et je dis, écoutez, ça va pas, mais je vais pas raconter grand-chose, mais je lui dis, est-ce que vous pourriez venir dans la matinée parce que ça va vraiment pas là. Et il dit bah oui, et donc voilà. Sauf que c'était trop tard en fait. Quand il est arrivé, je m'étais déjà mis sur le rebord de la fenêtre et je m'étais laissé tomber. Mais je l'avais presque fait, hein. Enfin, ce qui était un peu fou, c'est que je l'ai presque fait dans une prière. Je voulais pas du tout mourir, ça n'avait aucun sens. Je sentais juste que cette phrase, je la sentais juste, c'est un peu étrange, hein. Mais je me disais, mais non, mais ça, c'était en boucle, mais c'est ton chemin, tu dois le faire, c'est ton chemin. Bon, bref, et donc j'étais vraiment perturbée en fait, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas toute la violence que j'avais vécue enfant et ado parce que ça avait été tellement violent que ma mémoire avait coupé. C'est ressorti après la chute. Donc du coup, à ce moment-là, je comprenais rien. Et donc, pour en arriver là, ce que je dis souvent, c'est il faut être très en souffrance, hein. On fait pas un geste comme ça quand on est en bonne santé. Là, il y avait quelque chose en moi qui était, ça allait pas du tout, quoi. Donc bon, bref, j'ai fait ça, ouais, presque dans une prière. Bon, ben, si c'est ça que j'ai à faire, je me suis laissée tomber. Et donc c'est donc ce thérapeute qui m'a trouvée parce qu'il venait dans la matinée. Donc en fait, c'est lui qui m'a trouvée en me cherchant et heureusement parce que sinon je serais peut-être plus là du tout. En fait, j'ai comme appelé mon sauveur aussi un peu, quelqu'un. quelqu'un. Et donc voilà. Et donc ben, là, j'ai été déclarée décédée parce que j'ai mes 7 côtes qui ont. Enfin, j'ai eu des centaines de fractures, mais j'ai notamment aussi mes 7 côtes qui ont cassé à gauche et qui ont perforé le poumon. Et donc le poumon s'est rempli de sang, ça a fait un arrêt cardiaque. En parallèle, j'avais un traumatisme crânien. Donc bon, bref, tout cassé. Et voilà. Et à ce moment-là, pendant l'expérience de mort imminente, où je suis déclarée décédée sur le dossier médical avant la réanimation, je fais une expérience de mort imminente en fait qui transforme énormément de choses après mon retour à la vie en fait. Ça, c'est putain, incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, toi, donc, tu as été déclarée morte, tu étais à l'hôpital. Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Ben, du coup, je fais une expérience de mort imminente où il y a mon grand-père en fait qui vient en premier, qui est décédé quelques années avant, et donc j'étais très proche, qui m'a dit que, enfin, il me dit plusieurs choses, mais bon, notamment il me dit que c'est pas à mon heure en fait, qu'il faut que je retourne, que ma famille, mes amis m'attendent, et puis d'autres informations, mais je vais pas tout dire maintenant parce que ça, voilà, il y a un livre si jamais vous voulez aller vraiment dans le Ouais, détail. Et il y a une autre chose très importante qui a vraiment changé des choses, c'est que j'ai rencontré un homme qui s'appelait Saint-Pierre, sachant que ça va faire rire certaines personnes parce que j'avais une éducation catholique et que je ne savais pas qui était Saint-Pierre, moi. J'ai cherché sur Google quand je suis revenue à la vie. Donc il y a ce monsieur Saint-Pierre qui m'a posé 3 questions. Il m'a demandé si je m'étais assez aimée, si j'avais assez aimé les autres et si je saurais pardonner.
Et donc, sur est-ce que je m'étais assez aimée, je venais de me laisser tomber d'une fenêtre, donc je me disais qu'il y avait du travail. Est-ce que j'avais assez aimé les autres? J'avais le sentiment que j'avais fait mon maximum. J'étais quelqu'un de très tourné vers l'extérieur. Bon, est-ce que j'avais assez aimé? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai toujours été tournée vers les autres. Donc je me dis, ok, bon, et sauras-tu pardonner? Je comprenais pas. Et il me disait, il m'avait dit, tu sauras. Et donc sur le moment, c'est parce que j'étais amnésique de mon enfance et de mon adolescence, parce que c'est quand j'ai retrouvé cette mémoire que c'est ça que j'ai dû pardonner. En effet, c'était du gâteau. C'était pas du gâteau. Mais à l'époque, enfin, au réveil du coma, je comprenais pas cette troisième question. Sauras-tu pardonner? Mais pardonner quoi? C'était pour montrer à quel point j'étais amnésique, parce que j'avais l'impression que ma vie, ça avait été à peu près. Et, euh, et donc ces trois questions, elles ont été puissantes parce que elles m'ont permis d'aller jusqu'au bout de mon chemin de résilience, en fait. Ouais. Et sinon, il y a une autre chose, c'est que j'étais convaincue en fait qu'en revenant à la vie, par rapport à cette prise de conscience de l'été en fait sur la régénération du corps, j'étais convaincue en fait que j'étais venue au monde pour montrer que c'était possible, et entre autres. Et donc que j'allais revenir dans mon corps et que j'allais tout régénérer. Et c'est ce que j'ai fait très vite. Donc là, en fait, toi, tu avais déjà eu la conscience de ça même enfin, avant, de toute façon, parce que ça fait partie de ton chemin. Et comment ça s'est passé, cette guérison? Tu as été aidé un peu ou bien c'est vraiment, enfin, comment ça s'est passé vis-à-vis du type de traitement que tu as pu avoir? Est-ce que c'est uniquement toi? Est-ce que c'est un mélange de traitement extérieur et donc toi, tu as C'est pris aussi? vaste, c'est vaste parce Ouais, que d'accord. c'est pour ça que j'ai écrit un livre aussi pour que les gens y prennent le temps, Ok. ceux qui sont intéressés, d'aller dans le détail parce que il y a Non, énormément c'est de bon, ça a aidé, personnes, hein. autant dans l'invisible que dans le visible, en fait, qui m'ont aidé. Ça, c'est pas. D'accord. Euh, pour moi, le miracle, c'est une activité divino-humaine, c'est-à-dire c'est notre part divine avec l'humain qu'on est. Et en fait, c'est ça qui crée un miracle. Mais c'est pas. Ouais, absolument. J'ai envie de dire, ça tombe pas du ciel, ça vient de notre ciel intérieur avant tout. C'est On m'a beaucoup dit, t'es miraculé. Oui, de revenir à la vie c'était une grâce en fait. C'est une grâce que je revienne. Après, la grâce aussi, c'est que sur mon lit d'hôpital, avec toutes mes fractures, avec le geste que je venais de faire, j'étais dans une joie. J'étais hyper heureuse. Et donc, ça a dénoté complètement avec ce qui se venait de se passer, mais j'ai embrassé complètement l'expérience. J'étais dans un grand oui. Non, mais c'est OK, c'est mon chemin. J'étais complètement en accord. J'étais convaincue. Je leur disais, mais vous inquiétez pas, je suis revenue pour danser. Je vais faire danser des gens, ce que j'ai fait plus tard, hein. J'ai fait danser des centaines, voire des milliers de personnes. Et, il y avait vraiment cette grâce, en fait, d'être, je sais pas, il n'y avait pas de bien, pas de mal dans mon esprit. La chute n'était pas quelque chose de mal. Le fait que j'ai le corps cassé, c'était pas mal. En fait, tout n'était qu'expérience. Donc, j'avais aucun jugement là-dessus. Donc, en fait, ça m'a aidé dans la guérison parce que j'observais chaque étape de ma guérison. En fait, je la vivais pleinement comme une enfant. Quand j'étais en fauteuil roulant, là, je me disais, bah, profite parce qu'après, tu vas remarcher. Donc, apprends qu'est-ce que c'est que d'être en fauteuil roulant. Donc, du coup, j'étais vraiment dans cet émerveillement, en fait, pour les expériences de la vie, peu importe ce qu'elles étaient. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas vécu de l'intensité. Il y a des moments où il y a eu de la colère. Quand j'ai lu que j'avais été décédée sur mon dossier médical seule au centre de rééducation, bah, j'ai pleuré, quoi. Il y avait vraiment, ça me touchait, mais j'étais dans un accueil de ça, en fait. J'étais dans un grand oui. Et je dirais qu'il y a une grosse partie, la plus grande des clés, je pense, de ma guérison, c'est ce oui. Oui à ce qui est. Oui, Parce que comme j'étais dans oui, ok, c'est ça qui est, la vie n'est pas contre moi, je suis la vie, tout est qu'amour, donc il n'y a pas de raison. En fait, c'est juste une expérience qui m'est donnée. Et si j'ai l'expérience, pour moi, c'est mon point de vue. Si j'ai l'expérience, j'ai les ressources pour la transcender. Donc du coup, c'était pour moi, ok, bah, c'est ce que j'ai, c'est à la hauteur des ressources que j'ai pour transcender cette épreuve et pour mettre au monde une partie de ma destinée, j'ai envie de dire, de montrer que c'est possible de tout régénérer. ça, c'est une bonne clé à transmettre, il me semble. Effectivement, hein, moi, je suis tout à fait en phase avec ça. C'est que à partir du moment où on vit l'expérience, on a nécessairement ce qu'il faut pour la transmettre. Mm. Et c'est vrai que parce que ce que je perçois chez toi aussi, bah, c'est le fait d'avoir cette assurance que c'est ton chemin. Il n'y a pas de doute, en fait, sur le fait que ça va bien aller, que ça va bien Ouais, se passer. Alors ouais. ça, est-ce que c'est pas aussi un peu la clé, quoi, d'une certaine façon? Je pense que c'est un tout, mais Mm. ça, Bah, ouais.
Ouais. Le fait de ne pas avoir de doute, c'est énorme parce que C'est j'avais énorme. aucun doute à cette période-là, vraiment sur cette guérison. Du coup, je perdais pas d'énergie en fait à ça. Je perdais pas d'énergie à douter. Et c'est vrai que je dis c'était un peu une grâce parce que quand même ça mettait dans un état d'esprit hyper positif pour guérir. Après, j'étais contente de revenir. Puis après, c'était assez fabuleux parce que comme je guérissais vite par rapport à des guérisons normales, j'étais dans un émerveillement constant. Quand j'ai commencé à me remettre sur mes deux pieds, quand j'ai commencé à pouvoir me resservir de mes mains, parce que j'ai tout fracturé, hein. Il y a la clavicule, les deux poignets, les sept côtes, toute la crête iliaque, les cervicales, les dorsales, tout le visage. Donc on m'a ouvert deux fois la tête pour le traumatisme crânien. Enfin, voilà, j'ai dû tout rééduquer, mes mains, réapprendre à me servir de mes mains, remarcher. Et donc chaque étape, en fait, moi qui ai toujours été passionnée du corps humain, qui l'ai beaucoup étudié dans le passé, pour les kinés, c'était aussi assez passionnant pour eux parce qu'en fait, je pouvais dire si j'avais mal au solaire ou à l'insertion du gastrocnémien. En fait, il y avait une connaissance qui était très précise. Et ils disaient, non, mais des fois, les gens nous disent, on a mal par là. Et moi, j'étais vraiment, et ça me passionnait parce que je savais la différence entre une élongation, une déchirure. Enfin, donc en fait, au fur et à mesure de ma guérison, j'étais vraiment partie prenante aussi avec la connaissance aussi intellectuelle, même si c'est pas tout ce qui a fait ma guérison. Il y a eu beaucoup. La guérison, pour moi, elle vient. J'aime bien toujours tout simplifier parce que je peux partir dans plein de choses, mais pour guérir, il faut écouter son guide intérieur, son GPS intérieur. Parce que moi, j'ai guéri d'une certaine manière avec plein d'outils, donc je pourrais vous lister tous les outils, mais vous seriez dans la même circonstance pour guérir votre histoire transgénérationnelle ou j'en sais rien, ou guérir vous auriez un tout autre parcours par rapport à une même chute à la limite. Donc du coup, la guérison, elle vient vraiment de cette écoute intérieure. C'est se mettre dans le silence. En tout cas, moi, enfin, je résumerais ça comme ça, hein. Je disais présence, écoute, engagement, en trois mots. Présence, on se met dans le silence, on écoute. Et quand j'entends, par exemple, je sais pas, j'ai fait des soins au bol tibétain. J'avais jamais fait ça, j'y connaissais rien, mais j'en ai fait sept comme ça, où j'ai beaucoup guéri aussi avec la vibration et tout ce qui est médecine vibratoire, les ondes et tout. Et donc engagement, j'ai la personne qui est venue en synchronicité, et donc j'y suis allée. Et en fait, souvent il y a sa présence, écoute, engagement, c'est-à-dire on peut aussi entendre, mais si on passe pas si on met pas en action, il y a rien qui se passe. Donc il y a à la fois cette réceptivité du yin et cette action du yang. Et donc la guérison, pour moi, toute guérison et par d'autres expériences par la suite, ça me montre que c'est vraiment ça la clé, en fait, d'écouter notre vérité intérieure. Qu'est-ce que ça appelle là dans l'instant? Chaque instant est unique. Donc, ça peut être vraiment, mais tellement varié. J'ai fait des jeûnes. À d'autres périodes, ça m'a dit de me lâcher la grappe. Donc, je me suis remis à manger du chocolat, des trucs. Enfin, en fait, c'est juste. C'est un équilibre, en fait. C'est une danse en permanence. Donc, ça peut être à des moments beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Ça m'a demandé quand même ça. Pour tout régénérer, il y avait quand même une exigence que moi j'avais connue dans le sport de haut niveau. Vous voyez, à certains moments, 6 kinés par jour, c'était intense, hein, et c'était fatigant de réapprendre à marcher. C'est pas, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais, euh, mais voilà, ouais, juste peut-être pas trop digresser. Non, non, c'est pas des digressions. C'est hyper important de ce que je ressens. C'est très important justement de bien préciser ça parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, ce que j'ai envie que je veux pas qu'on se trompe en se disant ça, c'est si je fais la même chose, il m'arrivera la même chose. Il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun a son propre destin. Le message, c'est pas tant de donner une façon de faire, mais c'est plus de donner confiance dans le fait que le corps sait, que nous savons intrinsèquement ce qui est bon pour nous et que nous avons les clés en nous pour tout transcender. Voilà. Et Mm. ton chemin, il est extraordinaire parce que il est, ben, il passe par la mort quand même. Et là, pour le coup physique, je veux dire le corps, quoi, le corps Mm. qui est brisé, etc. Enfin, là, voilà, je sais qu'il y a, moi, je vais parler que j'ai eu plutôt une mort, j'ai envie de dire spirituelle. C'est pas du tout le même impact, mais en tout cas, juste pour dire que, ouais, je suis super admirative de ce parcours incroyable, de cette confiance en la vie, en soi, et que vraiment, ce que j'ai envie de dire, c'est on a tous ça en nous, en vrai.
Ça a l'air d'être vraiment unique, exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est unique aussi, mais en fait, on a tous notre unicité. Complètement. Chacun l'a en soi. Et vraiment, j'ai pas un corps qui est à part. Enfin, on a chacun notre histoire, on a chacun notre parcours, mais je sais que une personne de ma famille me disait, mais moi, si ça m'arrivait, je dis, mais toi, ça t'arrive pas. Mais parce que c'était juste ça, parce que du coup, on se projette sur la personne. Ma maman, elle culpabilisait et pour des choses et tout ça, et je lui disais, mais laisse-moi mon expérience, en fait, c'est juste mon expérience. Après, ça n'empêche pas qu'elle pouvait aller regarder, elle, des choses en elle, parce qu'après, on est tous imbriqués les uns avec les autres. Donc, de toute façon, dès qu'il se passe quelque chose dans une famille ou peu Bien importe, sûr. des fois, ça nous fait des résonances et on a des choses, oui, à aller voir. Mais c'est vrai que je rappelais souvent à mon entourage que c'était mon expérience, que j'avais les ressources, puis j'étais tellement convaincue. Mais bon, eux, ils m'ont vu pendant le coma. Ma sœur est venue de l'autre bout de la planète pour mon enterrement. Enfin, il faut être voilà, un peu concret. Donc, du coup, c'était ma cousine pareil. Elle m'a dit qu'elle avait pris un billet de Singapour. Ça m'avait choqué, mais c'est vrai, ils étaient venus pour mon enterrement. Par rapport à la gravité, il y avait certaines personnes de ma famille qui pensaient pas que je m'en sortirais. Et du coup, quand moi je reviens, Pompélope, vous inquiétez pas, je suis revenue pour danser, alors que les médecins me disaient que j'allais boiter toute ma vie avec la fracture à la hanche. On savait même pas encore voilà, comment ça allait évoluer. Et moi, je disais, mais non, mais parce que bon, j'ai des côtés aussi médiumniques, donc du coup, moi, je me voyais, en fait. Donc, du coup, il y avait aussi cette certitude. Bon, mais en même temps, ça finissait par me faire douter. Non, j'avais pas de doute, c'est pas vrai. Même quand je le dis, ça sonne pas juste parce que j'avais pas de doute. Je me voyais danser, je savais que je revenais pour ça. Pour moi, il y avait une logique parce qu'avant ma chute, j'avais pris conscience que tout se régénérait. Et donc en fait, c'était juste en fait, c'était une continuité. La mort, même le mot mort, à la limite, il faut appeler ça des mutations, parce que ce soit la mort du corps physique ou tu parlais d'une mort spirituelle, en fait, on passe notre vie à avoir des épreuves. C'est ontologique, c'est un processus naturel. Et en fait, les épreuves nous amènent à mourir à des anciennes parties de nous, donc à muter en fait sans arrêt, jusqu'à, bah, en effet, la fin du corps physique où c'est une grande mutation, mais en fait, des morts, on est sans cesse en train de mourir à l'enfant qu'on a été, à l'ado, à des étapes de vie, et à renaître, à ressusciter. Je te remercie. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose, une conclusion, parce que je pense qu'on va arriver au bout de cette interview. Ouais. Ben, il y a une phrase qui m'a beaucoup accompagnée à l'époque, c'était l'abandon à la vie en confiance, c'est une valeur sûre. Et je pense que c'est vraiment, en fait, la vie, elle est toujours avec nous. Et ça, je le disais déjà sur mon lit avec toutes mes fractures. Donc je sais que ça, c'était fort à entendre pour mes amis parce que pour moi, je disais, mais c'est OK, c'est mon expérience, mais la vie elle-même, en fait, tout ça a un sens qui est plus large, que je comprends pas forcément. Mais pour moi, la vie, elle est toujours avec nous. Tout est amour. En tout cas, ça, c'est vraiment ma perception des choses. Toutes les épreuves sont des cadeaux. Donc, la maladie, plein d'autres trucs. Enfin, tout est toujours un cadeau. En fait, il y a toujours un cadeau à déballer derrière. Par contre, il y a toujours donc une épreuve qui est vraiment autologique, des choses qu'on doit traverser pour accéder à des niveaux de conscience de plus en plus élevés. En fait, c'est le chemin d'évolution de l'humain. Et ce que je peux vous dire, c'est que je vis sans aucune douleur. Il y a quelques années, j'avais repris la course pour me tester un peu, pour voir si j'étais encore capable. Et, euh, et la semaine où j'avais couru 3 fois 50 minutes dans une semaine, je m'étais dit c'est bon, j'avais plus envie de courir. J'avais déjà couru assez avant. Je m'étais dit si je suis capable de faire ça, j'avais repris la planche à voile. Et après, j'ai beaucoup, beaucoup dansé. En fait, j'ai accompagné beaucoup de gens avec le mouvement conscient. En fait, je les ai amenés à l'écoute de leur corps en méditation. Et en fait, à renouer avec ce mouvement organique parce qu'on a ça, tous les êtres humains ont ça. C'est pas exceptionnel. On a tous un mouvement organique. C'est pour ça qu'il y a des traditions, des mouvements comme le mouvement régénérateur, des choses comme ça au Japon qui datent depuis, je sais pas, peut-être des centaines d'années, peut-être plus même, qui connaissent déjà ça. C'est juste qu'on a oublié ces savoirs-là. Donc, une fois qu'on sait en fait que notre corps, il est tout le temps en train de se régénérer, il y a un processus d'homéostasie, bah, c'est juste laisser faire, se créer des espaces aussi pour que le rééquilibrage se fasse et écouter notre guidance intérieure à chaque instant. Si, voilà. Si c'est de rien faire, bah, c'est rien faire. Si c'est d'aller marcher, c'est d'aller marcher. C'est de manger une pizza, c'est de manger une pizza. En fait, il n'y a pas de... il y a pas c'est ça, il y a pas un plan unique. Ça se découvre à chaque instant. Et moi, je découvre à chaque instant la suite, en fait. Merveilleux.
Merci en tout cas. Je te remercie vraiment, Audrey. C'est hyper précieux ce que tu nous as partagé. C'est inspirant aussi. Et tu vois, ben moi, ça me touche aussi personnellement parce que on peut avoir tendance des fois à penser que la vie nous a oubliés, mais la vie ne nous oublie jamais. On fait Non. partie du mouvement et elle est là. Et c'est tout. Faut se raccrocher à tout ça. Et merci. Ouais, merci à toi, merci Merci à à tous ceux tous. qui ont écouté. Ouais, merci Ouais. beaucoup.